À 14 ans, mes parents m'ont jeté dans l'arrière-cour pendant un blizzard en décembre avec seulement un sac de couchage après avoir donné ma chambre à ma sœur enceinte. Mon oncle s'est présenté et m'a trouvé gelé. 3 jours plus tard, papa était menotté et maman et ma sœur étaient en pleine crise de nerfs. La température était tombée à 18 degrés quand mon père a ouvert la porte arrière et m'a dit de sortir. La neige tombait en couches épaisses, recouvrant notre quartier d'un silence blanc. Je me tenais dans la cuisine, vêtu de mon uniforme scolaire, incapable de comprendre ce qu'il venait de dire. « Tu m'as entendu, Nathalie. Ta sœur a besoin de repos. La chambre du sous-sol n'est pas adaptée pour une femme enceinte. » Il a saisi le sac de couchage de camping dans le placard de l'entrée et me l'a fourré dans les bras. « Tu t'en sortiras pour une nuit. » Ça forge le caractère. Ma mère est apparue derrière lui. Son visage avait cette expression qui, je l'avais appris, signifiait que toute discussion serait inutile. Ne sois pas dramatique. C'est juste jusqu'à ce que nous trouvions de meilleures dispositions. Ashley a besoin de stabilité en ce moment. Ashley s'appuyait contre le cadre de la porte de ce qui avait été ma chambre pendant 14 ans, une main posée sur son ventre arrondi. Elle ne m'a même pas regardé. À 23 ans, ma sœur avait toujours occupé un univers différent du mien. Son mari l'avait quittée fin novembre alors qu'elle était enceinte de 2 mois, et elle était revenue à la maison la première semaine de décembre. En quelques jours, mes parents avaient commencé à me traiter comme un inconvénient dans ma propre maison. La chambre du sous-sol qu'ils avaient mentionnée était en fait une zone de stockage avec des sols en béton et sans bouche de chauffage. J'avais passé la semaine précédente là-bas à grelotter sous 2 couvertures alors que mon haleine formait des nuages dans l'obscurité. Apparemment, même cela n'était plus acceptable. Maman, il y a une alerte au blizzard. Ils ont annulé l'école demain à cause de la tempête. Ma voix est sortie plus petite que je ne l'avais prévu. L'air frais n'a jamais fait de mal à personne. Le ton de mon père indiquait que la discussion était terminée. Maintenant, vas-y. Nous prendrons de tes nouvelles demain matin. Le sac de couchage était prévu pour une température de 40 degrés. Je le savais parce que j'étais allé camper avec la famille de mon ami l'été dernier, et son père m'avait expliqué le système de classification. Ce sac ne me protégerait pas de ce qui arrivait ce soir. Le vent avait déjà commencé à hurler, projetant la neige de côté à travers notre cour. J'ai attrapé mon manteau d'hiver au crochet, mais la main de mon père s'est abattue sur mon épaule. Tu n'en auras pas besoin. Le sac de couchage est suffisant. Je ne veux pas que tu sois trop à l'aise là-bas et que tu penses que c'est permanent. La terreur s'est emparée de ma poitrine. Papa, s'il te plaît. Je pourrais faire de l'hypothermie. Arrête d'exagérer. Il m'a physiquement tourné vers la porte. Dehors maintenant. Le froid m'a frappé comme un coup physique. Le vent déchirait mon mince gilet d'école et ma jupe d'uniforme. Notre cour arrière s'étendait sur environ 40 pieds jusqu'à une clôture en bois avec rien d'autre que l'espace libre et notre chaîne pour s'abriter. La neige s'était déjà accumulée de 6 pouces, et il en tombait davantage à chaque minute. La porte a claqué derrière moi. J'ai entendu le verrou s'enclencher. Pendant plusieurs secondes, je suis resté sur le porche, convaincu que cela devait être une leçon tordue à laquelle il mettrait fin à tout moment. Mon père ouvrirait la porte, me dirait que j'avais appris ma leçon sur la gratitude, et me laisserait rentrer. La lumière du porche est restée allumée, illuminant la neige qui tombait, mais la porte est restée fermée. Je me suis dirigé vers le chêne, mes chaussures s'enfonçant dans la neige à chaque pas. L'arbre offrait une protection minimale contre le vent, mais son tronc bloquait certaines des pires rafales. Mes doigts commençaient déjà à s'engourdir alors que je déroulais le sac de couchage et que je m'y glissais, entièrement habillé. Le froid a pénétré immédiatement. Le rembourrage synthétique fin du sac de couchage ne servait presque à rien contre la température glaciale. J'ai ramené mes genoux contre ma poitrine, essayant de préserver ma chaleur corporelle. La neige s'est accumulée sur l'extérieur du sac en quelques minutes. À travers la fenêtre de notre cuisine, je pouvais voir ma famille. Ma mère faisait chauffer quelque chose sur la cuisinière. Ashley était assise à la table, faisant défiler des choses sur son téléphone. Mon père lisait son journal. Personne ne regardait dehors. La scène paraissait si normale, si domestique, que pendant un instant j'ai cru avoir imaginé toute la situation. Des heures ont passé. Le froid est passé de l'inconfort à la douleur, puis à un étrange engourdissement qui m'effrayait plus que la douleur ne l'avait fait. Mes dents claquaient si violemment que je me suis mordu la langue. Le sang a rempli ma bouche d'un goût de cuivre.
Le vent s'est intensifié, projetant la neige directement sur mon visage chaque fois que je jetais un œil hors du sac de couchage. Vers minuit, la lumière du porche s'est éteinte. La maison semblait sombre, à l'exception de la lumière de la chambre d'Ashley, ma chambre. J'ai regardé son ombre bouger sur les rideaux alors qu'elle s'installait dans mon lit, entourée de mes affaires, au chaud et en sécurité. J'ai dû dormir à un moment donné, bien que cela ressemble plus à une perte de connaissance. Quand j'ai rouvert les yeux, une faible lumière grise filtrait à travers la tempête. Le matin était arrivé, mais personne ne sortait. La neige s'était accumulée si haut autour de moi que j'ai dû creuser pour sortir du sac de couchage. Mes mains étaient bleues. Je ne sentais plus du tout mes pieds. La porte arrière restait verrouillée. J'ai frappé doucement d'abord, puis plus fort. Aucune réponse. Par la fenêtre, j'ai vu ma mère préparer le petit déjeuner. Elle a jeté un coup d'œil vers la porte, m'a vu, et s'est détournée. La journée s'est étirée avec une lenteur insupportable. Je me suis blotti sous l'arbre, le sac de couchage désormais trempé par la neige fondue. La tempête s'était intensifiée au lieu de diminuer. Le refroidissement éolien devait atteindre des valeurs négatives. J'ai essayé de rester éveillé, me souvenant de quelque chose appris en cours de santé sur le fait de ne pas dormir par grand froid, mais l'épuisement continuait de m'emporter. À un moment donné, j'ai cessé de trembler. Une partie lointaine de mon cerveau a reconnu cela comme un mauvais signe. Ma pensée était devenue floue, déconnectée. J'avais des pensées étranges, comme simplement m'allonger dans la neige et me reposer, vraiment me reposer. Le froid ne faisait plus mal. Tout semblait lointain et doux. Une portière de voiture a claqué dans notre allée. J'ai enregistré un bruit mais je n'ai pas pu rassembler l'énergie pour enquêter. Des voix provenaient de l'avant de la maison, le ton irrité de mon père et une autre voix que j'ai reconnue sans pouvoir tout à fait l'identifier. Où est Nathalie ? La seconde voix a percé mon brouillard. Oncle Case. Le frère cadet de ma mère, que je n'avais pas vu depuis des mois. Elle va bien, elle est à l'intérieur en train de faire ses devoirs. La réponse de mon père est venue trop vite. La mère de son ami m'a appelé. Elle a dit que Nathalie n'était pas à l'école hier ni aujourd'hui. Elle a dit qu'elle était inquiète parce que Nathalie avait demandé à emprunter un manteau d'hiver la semaine dernière mais n'avait pas voulu dire pourquoi. Un long silence a suivi. Puis des pas, rapides et déterminés. Quelqu'un a essayé la porte d'entrée, l'a trouvée verrouillée. D'autres pas se déplaçaient autour du périmètre de la maison. Nathalie ? La voix de l'oncle Case a appelé depuis la cour latérale. Nathalie, es-tu là ? J'ai essayé de répondre mais je n'ai pu émettre qu'un son faible. Mes lèvres ne fonctionnaient plus correctement. Il est apparu au coin de la maison, son visage initialement confus, puis horrifié. Mon Dieu ! Il a couru vers moi, manquant de tomber dans la neige profonde. Nathalie. Nathalie, tu m'entends ? J'ai hoché la tête, ou j'ai cru le faire. Il a sorti son téléphone d'une main tremblante, composant un numéro tout en me parlant d'un flux régulier. Tout va bien. Je te tiens. L'ambulance arrive. Reste avec moi. La porte arrière s'est ouverte. Mon père a émergé, suivi de ma mère. Case, qu'est-ce que tu fais ? Elle va bien. Ça ne te regarde pas. L'expression de l'oncle Case s'est transformée en quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De la pure rage. Vous avez mis une enfant dehors pendant un blizzard. Vous êtes fou ? Elle fait du cinéma. Nous lui apprenions la responsabilité. La voix de ma mère a tremblé. Ashley a besoin de soins appropriés pendant sa grossesse. Ashley est une femme adulte. Nathalie a 14 ans. Oncle Case a enlevé son manteau et l'a enroulé autour de moi. La chaleur était atroce contre ma peau gelée. Vous avez enfermé votre fille dehors par 18 degrés pendant 2 jours durant un blizzard. Ce n'était pas 2 jours. Le ton défensif de mon père avait surgi. Juste hier soir et aujourd'hui. C'est pour forger le caractère. Le téléphone d'oncle Case restait pressé contre son oreille. Oui, j'ai besoin de la police et d'une ambulance. J'ai trouvé une mineure qui a été laissée dehors pendant la tempête. Signe d'hypothermie sévère. Les parents sont présents et admettent la négligence. Il a débité notre adresse. Le visage de ma mère s'est vidé de ses couleurs. Case, raccroche. Nous pouvons discuter de cela raisonnablement. Il n'y a rien à discuter. Vous avez failli tuer votre fille.
Il m'a soulevé avec précaution et j'ai réalisé que je ne pouvais pas supporter mon propre poids. Mes jambes refusaient de fonctionner. Le sac de couchage est trempé. Ses lèvres sont bleues. Elle présente des signes d'engelure. Des sirènes se sont approchées au loin. Ashley est apparue à la porte arrière, montrant enfin un peu d'émotion. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ta mère et ton père ont décidé que le confort de leur fille adulte enceinte importait plus que la vie de leur enfant mineur. Oncle Case m'a porté vers la cour latérale, loin de mes parents. Ils vont apprendre les conséquences. Les heures suivantes se sont confondues. Les ambulanciers m'ont enveloppé dans des couvertures chauffantes et m'ont posé une perfusion. Ma température corporelle était descendue à 93 degrés. Le personnel hospitalier utilisait sans cesse des mots comme hypothermie grave et exposition. Des agents de police ont pris des photographies de l'arrière-cour, du sac de couchage détrempé et de la tempête qui faisait toujours rage dehors. Oncle Case n'a jamais quitté mon côté. Il a répondu aux questions quand je ne le pouvais pas, a fourni des informations sur mes parents et a expliqué comment il m'avait trouvé. Une inspectrice est arrivée, une femme nommée l'agent A, qui a posé des questions douces sur la durée de mon séjour dehors, si cela s'était déjà produit auparavant et quelle était ma situation familiale. Je lui ai tout raconté, la chambre au sous-sol, le retrait progressif de mes affaires pour faire de la place aux articles de bébé d'Ashley, la façon dont les repas étaient devenus optionnels pour moi alors que mes parents s'assuraient qu'Ashley mangeait régulièrement. Je lui ai parlé des commentaires disant que j'étais assez grande pour me débrouiller seule alors qu'Ashley avait besoin du soutien de la famille pendant sa période difficile. L'expression de l'agent est devenue plus dure à chaque détail. Elle est sortie pour passer des appels téléphoniques. Par la fenêtre de la chambre d'hôpital, j'ai regardé la neige fraîche continuer de tomber. La tempête avait enfin atteint son apogée, déversant un record de 30 pouces sur notre région. 3 jours après que l'oncle Case m'a trouvé, j'étais assise dans sa chambre d'amis avec des vêtements empruntés, mes orteils gelés bandés et surélevés. Le médecin avait dit que j'étais peut-être à 4 heures de la mort quand j'avais été trouvé. Mon corps avait commencé à s'arrêter, donnant la priorité aux organes vitaux plutôt qu'aux extrémités. Je perdrais un orteil au pied gauche, peut-être 2. Les autres se rétabliraient avec le temps. L'agent est arrivé en milieu d'après-midi avec des nouvelles. Vos parents ont été arrêtés et inculpés de mise en danger d'enfants et de négligence criminelle. Votre père fait face à des accusations supplémentaires pour avoir fait de fausses déclarations à la police. Votre mère est inculpée séparément pour son rôle dans la situation. Et Ashley? J'ai tripoté la couverture couvrant mes jambes. Votre sœur prétend qu'elle ne savait pas que vous étiez dehors, elle pensait que vous logiez chez une amie. L'agent a consulté ses notes. Étant donné qu'elle était présente dans la maison et n'a jamais remis en question votre absence, les services de protection de l'enfance enquêtent pour savoir si elle doit également faire l'objet de poursuites. Au minimum, ils évaluent son aptitude à la garde de son propre enfant. Cette pensée ne m'a procuré aucune satisfaction. J'avais passé les 3 derniers jours à assimiler tout ce qui s'était passé, essayant de comprendre comment mes parents avaient pu m'accorder si peu de valeur. Oncle Case m'avait dit que je resterais chez lui en permanence. Il avait déjà contacté un avocat pour entamer des démarches pour obtenir ma garde. Votre père a payé sa caution ce matin, a continué l'agent A. Il a interdiction de vous contacter et une ordonnance de protection est en place. Votre mère est toujours en détention. Son audience de cautionnement est demain. Elle n'a même pas vérifié si j'allais bien. Les mots sont sortis d'un ton plat. Je l'ai vu me regarder à travers la fenêtre et se détourner. Je sais. Le comportement professionnel de l'agent s'est légèrement adouci. Je fais ce métier depuis 12 ans. Ce que vos parents ont fait figure parmi les pires cas de négligence que j'ai rencontrés. Les conditions de blizzard, votre âge, la préméditation. Ils n'ont pas oublié que vous étiez là-bas. Ils ont choisi de vous y laisser. Oncle Case est apparu dans l'embrasure de la porte. Inspectrice, l'avocat de ses parents essaie de contacter Nathalie. J'ai refusé tous les appels. Bien. Maintenez cette limite. L'agent s'est levé. Nathalie, je dois vous préparer à quelque chose. Cela va devenir public. Les médias ont déjà repris l'histoire, une jeune de 14 ans laissée dehors pendant un blizzard record. Il y aura de l'attention. La nouvelle est tombée ce soir-là. Mon téléphone, qu'oncle Case avait récupéré chez mes parents avec mes autres affaires, a explosé de messages. Des camarades de classe qui m'avaient à peine adressé la parole voulaient soudainement des détails. Des adultes de l'école et du quartier ont exprimé leur choc et leur soutien.
Mon histoire est apparue sur les chaînes d'information locales, puis a été reprise par les médias nationaux. Le récit se concentrait sur les éléments dramatiques, le blizzard, le sac de couchage, ma mort imminente par hypothermie, le sauvetage par oncle Case. Des journalistes campaient devant la maison de mes parents. Ashley a donné une interview désastreuse où elle a affirmé que toute la situation avait été démesurément exagérée et que les familles devraient être autorisées à discipliner les enfants sans intervention du gouvernement. Cette interview a scellé plusieurs destins. Les services de protection de l'enfance ont immédiatement agi pour lui retirer ses droits parentaux sur son enfant à naître. Le contre-coup du public a été rapide et brutal. Des gens qui auraient pu ressentir de la sympathie pour une femme enceinte abandonnée par son mari la voyaient maintenant comme complice d'avoir failli tuer sa jeune sœur. L'audience de cautionnement de ma mère est devenue un spectacle médiatique. Elle est apparue au tribunal, semblant affaiblie et confuse, son avocat arguant qu'elle avait simplement commis une terrible erreur de jugement. Le procureur a présenté les dossiers hospitaliers montrant mon hypothermie quasi fatale, des photographies de la police des conditions que j'avais endurées, et des témoignages de voisins qui avaient entendu mes parents planifier explicitement de durcir leur plus jeune fille. La caution a été refusée. Ma mère a pleuré, tendant la main vers la galerie où mon père était assis. Il a détourné le regard. L'audience préliminaire a eu lieu 6 semaines plus tard. J'ai témoigné via une télévision en circuit fermé depuis une autre pièce, répondant aux questions sur les événements ayant mené à cette nuit-là. Ma voix est restée stable alors que je décrivais avoir été enfermé dehors, regardant ma famille dîner par la fenêtre, et l'engourdissement et la confusion progressifs à mesure que l'hypothermie s'installait. Les avocats de la défense ont essayé de me dépeindre comme une adolescente à problème qui avait exagéré une discipline parentale normale. L'accusation a présenté mes dossiers scolaires, des A partout, une assiduité parfaite jusqu'à la semaine de l'incident, et des recommandations élogieuses d'enseignants. Ils ont montré mes dossiers médicaux documentant les engelures, l'hypothermie et les preuves physiques que j'avais été à quelques heures de la mort. Oncle Case a témoigné sur la scène qu'il avait découverte, moi semi-consciente sous un arbre, mes parents préparant nonchalamment le petit déjeuner pendant que leur fille gelait dehors. Sa voix s'est brisée quand il a décrit à quel point ma peau était froide et comment je ne l'avais pas reconnu au début. La défense a suggéré que j'aurais pu entrer à tout moment, que la porte n'avait pas vraiment été verrouillée. L'accusation a présenté le verrou lui-même, que la police avait retiré comme preuve. C'était un peine dormant, sans clé de l'extérieur. Il n'y avait aucun moyen pour moi de l'ouvrir depuis l'arrière-cour. Ashley a témoigné pour sa propre défense, plaidant l'ignorance. L'accusation a démoli son histoire en montrant ses relevés téléphoniques. Elle envoyait des SMS à des amis pendant ces 2 jours, mentionnant à quel point c'était agréable d'avoir enfin sa propre chambre et comment ses parents s'occupaient si bien d'elle. Elle a publié des mises à jour sur les réseaux sociaux depuis ma chambre, qui était visible en arrière-plan. Pas une seule fois elle n'avait demandé où j'étais. La galerie du public a éclaté. Le juge a menacé de faire évacuer la salle d'audience. Ashley a quitté la barre en larmes, son avocat demandant une suspension d'audience. Pendant une pause, le procureur s'est approché d'oncle Case et de moi dans la salle d'attente. Ils vont plaider coupables. Vos 2 parents et votre sœur. Les preuves sont accablantes, et ils savent qu'ils perdront au procès. Quel genre de plaidoyer? Le bras d'oncle Case reposait de manière protectrice sur mes épaules. Votre père risque de 6 à 10 ans. Votre mère, de 4 à 8. Votre sœur recevra probablement une mise à l'épreuve et des cours de parentalité obligatoires, mais elle a perdu ses droits de garde. Le bébé sera placé pour adoption à sa naissance. J'ai absorbé cette information sans rien ressentir. Ces gens avaient été ma famille. Ils m'avaient élevé, soi-disant aimé, puis ils m'avaient jeté comme une ordure quand j'étais devenue encombrante. Le fait qu'ils fassent face aux conséquences semblait juste, mais cela ne guérissait rien. Les semaines suivant l'audience préliminaire ont apporté des développements inattendus. Le cas de mes parents avait attiré une attention médiatique considérable, ce qui signifiait que d'autres personnes commençaient à se manifester. Une ancienne voisine a contacté le bureau du procureur avec des photographies datant de 2 ans plus tôt, me montrant en train de faire des travaux de jardinage par des températures glaciales pendant qu'Ashley se prélassait à l'intérieur. Mon conseiller d'orientation du collège a soumis des comptes rendus de conversation où j'avais mentionné avoir faim, dormir dans des chambres froides et avoir l'impression de ne pas compter à la maison. Chaque élément de preuve dressait un tableau plus clair. Ce n'était pas une seule décision terrible prise pendant une période de stress. La négligence s'était accumulée pendant des années, s'accélérant après le retour d'Ashley à la maison. J'avais simplement été trop jeune,
trop isolés et trop conditionnés à leur traitement pour le reconnaître comme de la maltraitance. L'avocate d'oncle Case, une femme vive nommée Madame Rivera, a travaillé pour obtenir ma garde permanente tout en m'aidant à comprendre mes droits concernant tout héritage ou actif familial. Il s'est avéré que mes parents avaient un fonds universitaire qu'ils avaient établi à ma naissance 30 000 pour rénover le sous-sol en appartement pour elle et le bébé. Ils ne peuvent pas faire ça, a expliqué Madame Rivera lors d'un de nos rendez-vous. Ce fonds vous était spécifiquement destiné. Nous déposons une plainte pour faire restituer l'intégralité de la somme plus des dommages et intérêts. J'étais assise dans son bureau, encore en train d'assimiler. Ils ont dépensé l'argent de mes études pour Ashley sans mon consentement ni ma connaissance? Oui. Elle prenait des notes sur son bloc légal. Étant donné leur condamnation pénale, nous avons des motifs solides pour une action civile. Ils seront probablement condamnés à rembourser la totalité du montant plus les intérêts et les pénalités. L'idée que mes parents me devaient de l'argent me semblait surréaliste. Je ne voulais pas de leur argent, je voulais qu'ils aient été des personnes différentes. Des parents qui m'auraient estimé, protégé, choisi. Mais ce n'était pas la réalité. Et Madame Rivera avait raison, je méritais une compensation pour ce qu'ils m'avaient volé. Oncle Case m'emmenait en thérapie physique 2 fois par semaine pour mes pieds. Les dommages causés par les engelures signifiaient que j'aurais besoin d'orthèses spéciales pour le reste de ma vie, et mon équilibre avait été affecté par la perte de mes orteils. Le thérapeute, un homme patient nommé Monsieur Kowalski, travaillait avec moi pour reconstruire ma force et adapter ma démarche. Vous faites un excellent travail, m'a-t-il dit lors d'une séance. La plupart des patients avec ce niveau de blessure ont beaucoup plus de mal à l'accepter. Vous y faites face de front. Je ne me sentais pas courageuse. Je me sentais en colère la plupart du temps, endeuillée d'autres jours, et engourdie quand ni la colère ni la tristesse n'avaient plus d'énergie. Ma thérapeute, le docteur Yuki Tanaka, m'a aidé à comprendre que tous ces sentiments pouvaient coexister, que la guérison n'était pas linéaire, et que certains jours je ferais des pas en arrière et que c'était parfaitement normal. L'école est devenue mon échappatoire de manière inattendue. Mon professeur d'anglais, Madame Patterson, m'a suggéré de rejoindre le club d'écriture créative. L'écriture m'a donné un exutoire pour traiter tout ce qui s'était passé sans avoir à le dire à voix haute. J'écrivais des histoires de survie, de trahison et de découverte de la famille dans des endroits inattendus. Certaines semaines, je remplissais des cahiers entiers. Mon groupe d'amis a radicalement changé. Des gens que je considérais comme des amis proches avant l'incident se sont révélés plus intéressés par le drame que par un soutien sincère. Mais de nouvelles amitiés ont émergé avec des personnes qui respectaient mes limites, qui ne cherchaient pas à obtenir des détails, et qui voulaient juste passer du temps ensemble et parler de choses normales d'adolescents. Jade, qui était assise à côté de moi en chimie, est devenue l'une de mes amies les plus proches. Elle avait emménagé dans notre district scolaire en janvier et ne me connaissait que telle que j'étais maintenant, pas comme la fille de l'histoire du blizzard. Nous nous sommes liés par de terribles jeux de mots scientifiques et un amour partagé pour les romans policiers. Elle connaissait mon histoire parce que tout le monde la connaissait, mais elle n'en a jamais fait le centre de notre amitié. Tu veux venir samedi, a-t-elle demandé un après-midi de mars. Ma mère fait ses célèbres lasagnes et nous faisons un marathon de films. L'invitation a déclenché une anxiété inattendue. Aller chez quelqu'un d'autre, rencontrer sa famille, les regarder interagir et si cela faisait trop mal? Et si voir une dynamique familiale normale me rappelait tout ce que j'avais perdu? Mais j'y suis allé quand même. La maison de Jade était chaotique de la meilleure façon possible. Ses jeunes frères se disputaient à cause des jeux vidéo pendant que sa mère cuisinait et chantait sur de la musique. Son père racontait de terribles blagues que tout le monde désapprouvait en soupirant mais aimait secrètement. Ils m'ont accueilli sans fanfare, me traitant comme si j'avais toujours fait partie de leur cercle. Pendant le dîner, la mère de Jade a mentionné qu'elle avait entendu parler de mon affaire aux informations. Mon estomac s'est noué, s'attendant à des questions indiscrètes ou à une sympathie inappropriée. Cela a dû être incroyablement difficile, a-t-elle dit simplement. Je suis contente que tu sois en sécurité maintenant. Tu reprendras des lasagnes. C'était tout. Une reconnaissance sans spectacle. De la compassion sans intrusion. J'ai mangé 3 portions de lasagne, j'ai ri au jeu de mots du père de Jade, et je me suis senti pour la première fois depuis des mois comme une adolescente normale. Le procès civil avançait pendant que l'affaire pénale se dirigeait vers des accords de plaidoyer. Les avoirs de mes parents ont été gelés en attendant l'issue. La maison dans laquelle ils vivaient depuis 20 ans serait probablement vendue pour payer les frais de justice et les dédommagements. Ashley avait déjà été expulsée de chez eux.
Elle ne pouvait pas se permettre de l'entretenir, et le tribunal a refusé de la laisser rester dans une propriété qui allait être liquidée. Elle a essayé de me contacter une fois, se présentant à mon école pendant le déjeuner. La sécurité l'a interceptée avant qu'elle ne m'atteigne, mais je l'ai vue depuis l'autre côté du parking. Elle semblait plus petite, d'une certaine façon, affaiblie. Sa grossesse avait progressé visiblement. Elle tenait une lettre qu'elle avait apparemment voulu remettre personnellement. Le directeur de l'école, Monsieur Desmond, m'a apporté la lettre après coup. Tu n'es pas obligé de la lire. Je peux m'en débarrasser si tu préfères. Je l'ai prise mais je ne l'ai pas ouverte pendant 3 jours. Quand je l'ai enfin fait, tard le soir dans ma chambre chez oncle Case, le contenu m'a sidéré par son manque de tact. Ashley avait écrit sur la difficulté de sa vie depuis que tout était arrivé. Elle mentionnait la perte de son appartement, le fait de travailler dans un fast-food et de faire face au jugement partout où elle allait. Elle parlait de la façon dont sa grossesse avancée rendait tout plus difficile et de son incrédulité face à l'ampleur des choses. Pas une seule fois elle ne s'est excusée. Pas une seule fois elle n'a reconnu que j'avais failli mourir. La lettre était entièrement centrée sur sa souffrance, ses défis et sa position de victime. Elle terminait en disant qu'elle espérait que nous pourrions passer outre une fois les émotions apaisées. J'ai montré la lettre au docteur Tanaka lors de notre séance suivante. Elle l'a lue attentivement, son masque professionnel glissant brièvement vers un dégoût évident. « Qu'est-ce que tu ressens en lisant ça ? Elle ne comprend toujours pas ce qu'elle a fait, ce qu'ils ont tous fait. » J'ai tordu mes mains. Elle pense que c'est une question d'émotion, de drame, pas du fait qu'elle les a regardés m'enfermer dehors et ne s'est jamais posé de questions. La lettre de votre sœur démontre un manque profond de discernement et d'empathie. Le docteur Tanaka a mis la lettre de côté. Elle s'est redéfinie comme la victime des circonstances plutôt que comme une participante active à votre maltraitance. C'est un mécanisme de défense, mais c'est aussi profondément injuste pour vous. Je n'ai pas répondu à la lettre d'Ashley. Madame Rivera a déconseillé tout contact qui ne serait pas ordonné par le tribunal. Oncle Case a classé la lettre avec le reste de la documentation, une preuve de plus de la dynamique familiale qui avait failli me tuer. Le printemps a apporté mon 15e anniversaire. Oncle Case a demandé comment je voulais le fêter, si je voulais le fêter tout court. Le dernier anniversaire que j'avais passé chez mes parents avait été entièrement oublié. Ils étaient trop concentrés sur les préparatifs pour le bébé d'Ashley pour se souvenir que j'avais eu 14 ans. Quelque chose de petit, ai-je suggéré. Peut-être juste un dîner avec toi et quelques amis. Il a organisé une célébration parfaite et discrète. J'ai venu avec 2 autres amis de l'école. Nous avons commandé des pizzas, regardé des films, et l'oncle Case m'a offert un gâteau qu'il avait préparé lui-même. Il penchait légèrement d'un côté et le glaçage était irrégulier, mais il avait essayé. Cet effort signifiait tout pour moi. Fais un vœu, m'a encouragé Jade alors que je faisais face aux bougies. J'ai fermé les yeux et j'ai souhaité ce que je souhaitais depuis des mois, la paix. Pas l'oubli, ni même le pardon, mais la paix avec ce qui s'était passé et avec la personne que je devenais à la suite de cela. Mon véritable anniversaire était passé 10 mois plus tôt, en mars de l'année dernière, complètement oublié par mes parents. Ils avaient été trop absorbés par la nouvelle de la grossesse d'Ashley et son retour imminent à la maison pour se souvenir que j'avais 14 ans. L'oncle Case s'était assuré que cet anniversaire, mon véritable 15e, soit différent. Les accords de plaidoyer criminel ont été finalisés en avril. Mes 2 parents ont accepté des accords plutôt que de faire face à un procès. L'accusation avait monté un dossier si accablant que leurs avocats leur ont déconseillé de parier sur la sympathie d'un jury. Lors de l'une des dernières comparutions devant le tribunal avant le prononcé de la peine, j'ai vu les parents de mon père pour la première fois depuis l'incident. Mes grands-parents étaient assis au dernier rang, l'air dévasté. Ensuite, ils ont approché l'oncle Case dans le couloir. Nous ne savions pas, a dit ma grand-mère, les larmes coulant sur son visage. Nous n'avions aucune idée qu'il traitait Nathalie de cette façon. Si vous aviez su, qu'auriez-vous fait? La voix de l'oncle Case est restée calme mais ferme. Votre fils a failli tuer sa fille. Votre belle-fille a participé. Vous ne connaissiez peut-être pas les détails, mais ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Nathalie ne venait plus aux réunions de famille? Pourquoi elle avait l'air maigre et fatiguée quand vous la voyiez? Mon grand-père s'est raclé la gorge. Nous pensions qu'elle traversait des phases d'adolescence typiques. Ils nous ont dit qu'elle était rebelle, difficile et vous les avez crus sans me demander mon avis, ai-je pris la parole pour la première fois. Je vous ai vu à la fête de l'Action de grâce.
J'avais à peine de la nourriture dans mon assiette parce qu'il disait que je devais mériter d'être servi une deuxième fois. Vous avez vu cela et vous n'avez rien dit. Le souvenir avait refait surface en thérapie. La fête de l'Action de grâce? Juste un mois avant l'incident du blizzard. J'avais été autorisé à assister au dîner de famille mais j'avais été soumise à des restrictions humiliantes. Ashley avait été servie généreusement tandis que je recevais un minimum de nourriture. Ma grand-mère avait remarqué mon assiette vide et m'avait demandé si je me sentais bien. J'avais dit que j'allais bien, car que pouvais-je dire d'autre sous le regard de mes parents? Je suis tellement désolé. Ma grand-mère a tendu la main vers moi, mais j'ai reculé d'un pas à Nathalie, s'il te plaît. Tu es toujours notre petite fille. Nous voulons aider. Où était cette aide quand j'en avais besoin? Les mots sont sortis plus durement que je ne l'avais prévu. Où étiez-vous quand je dormais dans un sous-sol non chauffé? Quand j'étais enfermé dehors pendant un blizzard? Vous avez choisi de croire leurs mensonges parce que c'était plus facile que de confronter la vérité. Ils n'ont eu aucune réponse à cela. L'oncle Case m'a guidé au loin, laissant mes grands-parents debout dans le palais de justice. Je me suis senti coupable de ma dureté, puis en colère contre moi-même de me sentir coupable. Ils m'avaient laissé tomber, eux aussi, de manière plus discrète mais tout aussi significative. Le prononcé formel de la peine a eu lieu à la fin du printemps. J'y ai assisté, assise au premier rang à côté de l'oncle Case. Mes parents sont entrés en uniforme de prison, paraissant plus vieux et plus gris que dans mes souvenirs. Ashley était assise à part, sa grossesse étant désormais évidente à 7 mois. La déclaration de la juge a duré 20 minutes, détaillant la gravité du crime, la vulnérabilité de la victime et le mépris insensé pour la vie humaine. Elle a noté que le blizzard avait été prévu plusieurs jours à l'avance, ce qui signifiait que mes parents savaient exactement dans quelles conditions ils m'envoyaient. Elle a mentionné mon âge, mon impuissance et les preuves physiques de la proximité de ma mort. La salle d'audience s'était remplie de personnes que je ne m'attendais pas à voir. Des professeurs de mon école étaient assis dans la galerie, y compris Madame Patterson, qui avait encouragé mon écriture. Plusieurs voisins ont témoigné plus tôt des changements qu'ils avaient remarqués dans la façon dont mes parents me traitaient par rapport à Ashley. Même le secouriste qui m'avait soigné cette nuit-là était présent, sa présence rappelant silencieusement à quel point mon état avait été critique. Avant que la juge n'annonce les peines, l'accusation a présenté son dernier résumé des preuves. Ils ont affiché des photographies sur un grand écran, le sac de couchage trempé, le chêne sous lequel je m'étais blotti, le verrou fermé, mes pieds gelés à l'hôpital. La salle d'audience est tombée dans le silence tandis que les images de mon expérience de mort imminente défilaient avec des détails cliniques. La procureure, une femme sévère nommée Madame Brennan, s'est adressée à la cour avec une fureur contenue. Votre honneur, ce n'était pas un égarement momentané du jugement. Les accusés ont eu de multiples occasions d'empêcher cette tragédie. Ils ont fait des choix délibérés à plusieurs reprises au cours de 2 jours. Ils ont regardé leur enfant mineur souffrir et ont pris la décision consciente de prolonger cette souffrance. Elle a sorti des messages textes entre mes parents récupérés de leur téléphoniste messages envoyés pendant que j'étais dehors à geler. Ma mère avait envoyé un SMS à mon père, elle fait du cinéma comme d'habitude. Une nuit dehors lui apprendra la gratitude. Mon père avait répondu, bien. Ashley a besoin de paix et de calme. La fille survivra à une nuit froide. Ces messages avaient été envoyés la première nuit vers 21h, alors que ma température corporelle tombait déjà dans une zone dangereuse. L'accusation a ensuite montré des messages du 2e jour. Ma mère à mon père, elle est toujours dehors. Devrions-nous la laisser entrer? Réponse de mon père, laisse-la réfléchir à son attitude encore un peu. Va voir comment elle va cet après-midi. Cette vérification n'a jamais eu lieu. L'oncle Case était arrivé avant qu'il ne s'y mette. Les messages démontraient non seulement une négligence, mais une prise de décision active et continue pour me maintenir en danger. La défense n'avait aucun contre-argument à cette preuve. Comment pouvaient-ils expliquer par écrit la preuve de l'indifférence de leur client? L'avocat de mon père, un homme à l'air fatigué nommé Monsieur Hutchkin, a tenté de plaider la clémence en se basant sur l'absence de casier judiciaire de mon père et son rôle de pourvoyeur. Mon client a commis une terrible erreur de jugement lors d'une situation familiale stressante. C'est un vétéran décoré qui a servi son pays, un homme qui a occupé 2 emplois pour subvenir aux besoins de sa famille. Cet incident, bien que grave, représente une aberration unique dans une vie par ailleurs respectueuse des lois. Madame Brennan s'est levée immédiatement. Votre honneur,
les antécédents de service et d'emploi de l'accusé n'atténuent pas le fait qu'il a enfermé sa fille de 14 ans à l'extérieur pendant un blizzard avec une protection inadéquate, puis l'a ignorée pendant 2 jours. Ces messages textes montrent que ce n'était pas impulsif. C'était calculé. Il est un danger pour les enfants, y compris les futurs petits-enfants avec lesquels il pourrait être en contact. L'avocate de ma mère, une femme plus jeune nommée Madame Foster, a tenté une approche différente. Elle a dépeint ma mère comme quelqu'un subissant une contrainte psychologique à cause de la situation d'Ashley, quelqu'un qui avait été manipulé par son mari pour se plier à ses décisions. Madame Thompson était elle-même victime du comportement dominateur de son mari. Elle a exprimé des doutes, comme le montre son message texte, demandant s'il devait laisser Nathalie entrer. Elle voulait aider, mais se sentait impuissante. L'accusation a démantelé cela immédiatement en montrant la réponse de ma mère à sa propre question. Après avoir demandé s'il devait me laisser entrer, elle avait ajouté, quoique je suppose que quelques heures de plus ne feront pas de mal. Ashley a enfin passé une bonne nuit de sommeil. Quelques heures de plus. Je me souvenais de ces heures. Le deuxième matin, mon 3e jour dehors, quand j'avais cessé de pouvoir sentir mes extrémités, quand une pensée cohérente était devenue presque impossible. Ma mère avait décidé avec désinvolture que je pouvais endurer encore quelques heures pour que ma sœur adulte puisse dormir confortablement. La juge Morrison, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux gris acier, a écouté tous les arguments avec une expression impassible. Lorsque les 2 parties ont fini, elle a retiré ses lunettes et a regardé mes parents directement. J'ai présidé de nombreuses affaires difficiles au cours de ma carrière, a-t-elle commencé. Des affaires impliquant de la violence, du vol, de la fraude, mais peu m'ont troublé aussi profondément que celle-ci. Vous n'avez pas fait de mal à votre fille dans un moment de rage ou de passion. Vous n'avez pas pris une décision en une fraction de seconde avec des conséquences imprévues. Vous avez méthodiquement, sur plusieurs jours, soumis votre enfant à des conditions mettant sa vie en danger alors que vous restiez au chaud et en sécurité à l'intérieur de votre maison. Elle a fait une pause, laissant ses mots peser sur la salle d'audience. Mes parents fixaient tous les deux la table devant eux, incapables de croiser son regard. Les preuves montrent que vous avez privilégié le confort de votre fille adulte sur la survie de votre fille mineure. Vous avez eu de nombreuses occasions d'empêcher les dommages. Les prévisions météorologiques étaient claires. La température était documentée. La protection inadéquate de votre fille était évidente, et pourtant vous avez choisi à plusieurs reprises et délibérément de la laisser en danger. La juge a feuilleté des papiers sur son bureau. La cour a examiné les dossiers médicaux, les témoignages des professionnels de santé sur la proximité de Nathalie avec la mort. 4 heures de plus, peut-être moins. C'est à quel point vous avez failli être inculpé d'homicide involontaire au lieu de mise en danger. Mes mains serraient le bras de l'oncle Case. Il a couvert ma main de la sienne, stable et rassurant. Vos actions ont eu un impact permanent sur la vie de votre fille. Elle a perdu des orteils. Elle nécessite des soins médicaux continus. Elle souffre d'un traumatisme qui prendra des années à traiter. Et peut-être le plus dommageable, vous avez détruit toute possibilité d'une relation familiale saine. Vous lui avez appris que les personnes qui devraient la protéger sont celles dont elle doit se protéger. La juge Morrison a remis ses lunettes et a pris son document de condamnation. La Cour estime que ces crimes ont été commis avec une indifférence extrême pour la vie humaine contre une victime particulièrement vulnérable sur une période prolongée. Les facteurs aggravants l'emportent de loin sur les circonstances atténuantes. Mon père a reçu 9 ans. Ma mère a reçu 7 ans. Ashley a reçu 2 ans de mise à l'épreuve, 200 heures de travaux d'intérêt général et une note permanente à son dossier des services de l'enfance. Tous 3 ont reçu l'ordre de n'avoir aucun contact avec moi jusqu'à mes 18 ans, et seulement si je choisissais d'en prendre l'initiative. Quand la juge m'a demandé si je voulais faire une déclaration sur l'impact subi par la victime, je me suis levé sur des jambes tremblantes. J'avais préparé des remarques avec ma thérapeute, mais elles ont disparu quand j'ai fait face à mes parents directement. Vous étiez censé me protéger. Ma voix a résonné dans la salle d'audience silencieuse. C'est ce que font les parents. Ils gardent leurs enfants en sécurité. Au lieu de cela, vous avez décidé que je n'avais pas d'importance. Vous m'avez mise dehors pour mourir parce que ma sœur adulte enceinte voulait ma chambre. Ma mère a commencé à pleurer. Je l'ai ignorée. Je fais encore des cauchemars à propos du froid, à vous regarder dîner pendant que je gelais, à la façon dont vous m'avez vu à la porte le lendemain matin et vous vous êtes détourné. J'ai agrippé le pupitre pour me stabiliser. Vous ne m'avez pas oublié. Vous avez choisi cela,
et je ne comprendrai jamais comment vous avez pu choisir cela. Ashley fixait ses mains, le visage rouge. Mon père regardait le plafond. Ma mère continuait de pleurer, son avocate lui offrant des mouchoirs. La juge a déjà décidé de votre punition. Je voulais juste que vous entendiez cela de ma bouche. Je suis contente que l'oncle Case m'ait trouvé. Je suis contente que vous alliez en prison. Et j'espère que vous passerez chaque jour à réfléchir à ce que vous avez fait et à pourquoi votre fille ne vous pardonnera jamais. La salle d'audience est restée silencieuse après que j'ai eu fini. Je suis retourné à mon siège, les mains tremblantes. L'oncle Case m'a pressé doucement l'épaule. La juge a conclu la procédure. Les huissiers ont emmené mes parents par des portes séparées. Ashley est parti par l'entrée principale, entouré de journalistes criant des questions. L'oncle Case et moi avons attendu que la foule se disperse avant de partir par une sortie latérale. La vie a avancé de manière étrange. L'oncle Case m'a officiellement adopté cet été-là. J'ai commencé une thérapie 2 fois par semaine, travaillant sur les traumatismes complexes et les problèmes de confiance. Les dommages physiques ont guéri, j'ai perdu 2 orteils au pied gauche et mes mains sont restées sensibles au froid, mais dans l'ensemble, j'ai bien récupéré. L'école s'est avérée plus difficile. Tout le monde connaissait mon histoire. Certaines personnes me traitaient comme du verre, craignant de mentionner l'hiver ou les familles ou n'importe quoi qui pourrait me bouleverser. D'autres voulaient des détails dramatiques que je ne partageais pas. Finalement, j'ai retrouvé mon rythme. J'ai découvert quels amis étaient sincères et lesquels voulaient juste être proches de la tragédie. Le bébé d'Ashley est né en juillet, une petite fille en bonne santé qu'elle a nommée Emma. Je ne l'ai su que parce que cela a fait les nouvelles locales, un bébé né d'une femme condamnée dans l'affaire de mise en danger de sa sœur. L'enfant a été confié à des parents adoptifs avant de quitter l'hôpital. Ashley a posté un message sur les réseaux sociaux à propos de l'adoption, affirmant qu'elle avait fait le choix désintéressé de donner à sa fille une vie meilleure. La section des commentaires a immédiatement détruit ce récit. Mes parents ont envoyé des lettres de prison que j'ai refusé de lire. L'oncle Case les gardait dans un dossier, disant que je pourrais les vouloir un jour. J'en doutais. Que pourrait-il dire qui importe? Désolé et ne rendrai pas les orteils que j'avais perdus. Désolé et n'effacerai pas les cauchemars ou les crises de panique que j'avais parfois en hiver. Désolé et ne changerai pas le fait qu'ils avaient été prêts à me laisser mourir. Le premier anniversaire de cette nuit de décembre est arrivé avec de la neige fraîche. Je me suis réveillé en sueur malgré le froid, le cœur battant à tout rompre à cause d'un cauchemar. L'oncle Case m'a trouvé dans la cuisine à 3 heures du matin en train de faire du thé avec des mains tremblantes. Nuit difficile? Il s'est assis en face de moi à la table. J'ai rêvé que j'étais de nouveau sous l'arbre, mais cette fois personne ne venait. J'ai enveloppé mes mains autour de la tasse chaude. Dans le rêve, je m'endormais simplement dans la neige et je ne me réveillais pas. Mais tu t'es réveillé. Tu as survécu. Il parlait doucement. Ce que tes parents ont fait était monstrueux, Nathalie. Mais tu es toujours là. Tu es en sécurité maintenant. En sécurité? Le mot semblait encore étranger parfois. L'oncle Case avait bouleversé toute sa vie pour me donner de la stabilité, réorganisant son emploi du temps professionnel, transformant son bureau à domicile en ma chambre, assistant à chaque rendez-vous thérapeutique et réunion scolaire. Il avait choisi de me protéger quand mes propres parents avaient choisi l'opposé. Merci. Les mots semblaient inadéquats. Pour tout. Pour m'avoir trouvé. Pour me garder. Tu es de la famille, sa voix était d'une certitude absolue. Ce n'est pas conditionnel. Ce n'est pas basé sur la commodité ou sur la chambre dans laquelle tu dors. Tu es ma famille, et je te protégerai toujours. Je le croyais non pas parce qu'il l'avait dit, mais parce qu'il l'avait prouvé. Il avait conduit à travers un blizzard parce que la mère d'un ami avait exprimé son inquiétude. Il avait cherché jusqu'à ce qu'il me trouve. Il avait appelé à l'aide et m'avait aidé dans les pires moments. Il était intervenu sans hésitation. C'est ce que la famille signifiait réellement. Pas les gens qui partageaient votre sang et vous abandonnaient ensuite à geler, mais la personne qui se présentait et refusait de partir. La neige continuait de tomber dehors, paisible et silencieuse. Je l'ai regardé s'accumuler sur le rebord de la fenêtre, sans plus être terrifié. Juste du froid, juste l'hiver, juste une météo que je pouvais choisir de vivre de l'intérieur d'une maison chaleureuse et sûre. Mon téléphone a vibré avec un message de ma thérapeute confirmant notre rendez-vous plus tard cette semaine. J'avais un endroit où aller, quelqu'un qui m'écoutait,
des ressources pour m'aider à assimiler tout ce qui s'était passé. L'oncle Case s'était assuré que j'ai des systèmes de soutien, de la stabilité, un avenir. Pendant ce temps, mes parents étaient assis dans des cellules de prison, mon père purgeant 9 ans, et ma mère 7. Ashley vivait dans un petit appartement à l'autre bout de la ville, occupant un emploi au salaire minimum et voyant un conseiller désigné par la cour. Emma, la nièce que je ne rencontrerai jamais, grandissait avec des parents qu'il avait choisis intentionnellement, qui l'accueilleraient dans un foyer où elle serait valorisée et en sécurité. Différents résultats pour différents choix. Mes parents avaient choisi le confort de leur fille adulte enceinte au détriment de la survie de leur enfant mineur. Ils avaient choisi de m'enfermer dehors dans des conditions mortelles plutôt que d'avoir une conversation inconfortable avec Ashley sur un inconvénient temporaire. Ils avaient choisi de manière répétée et délibérée, et maintenant ils vivaient avec ses conséquences. J'ai choisi différemment. J'ai choisi la thérapie plutôt que l'amertume. J'ai choisi de construire une vie avec l'oncle Case plutôt que de laisser le traumatisme me définir. J'ai choisi d'aller de l'avant au lieu de rester figé dans cette nuit de décembre. La neige continuait de tomber, belle et froide, et tout à fait inoffensive depuis ma cuisine chaleureuse. J'ai fini mon thé, rincé la tasse et je suis retourné me coucher. Demain, j'irai à l'école, verrai mes amis et rentrerai à la maison retrouver l'oncle Case et un dîner que nous préparerions ensemble. Des choses normales, des choses sur la vie que je méritais depuis le début. Dehors, la température est descendue sous les -6 degrés Celsius.